7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et pour cette chronique de l'Orient simplifié, évidemment, nous retrouvons Benjamin Blanchard, directeur de l'association SOS Chrétiens d'Orient. Bonjour Benjamin. Bonjour Marie Falicon. Merci d'être avec nous ce matin. Alors comme la semaine dernière, vous allez nous parler de la situation critique au Liban. Et oui, la semaine dernière, je disais que ça y est, nous y étions, la guerre allait commencer. Et hélas, c'est bien le cas. Nous pouvons dire que nous y sommes. Le Liban est aujourd'hui sous le feu fourni de l'aviation israélienne. Et l'on compte déjà des centaines de morts civiles, de nombreux villages bombardés. Notamment, je pense au village de Kaffour, qui est un village chrétien du nord de Beyrouth. Donc là, on n'est vraiment plus du tout dans le sud du Liban. Et dans ce village, l'église a notamment été touchée par des bombardements hier soir. Je pense également, puisqu'on parle des victimes civiles, des victimes qui ne sont pas forcément des combattants du Hezbollah, au père Grégoire Saloum, le curé grec orthodoxe du village d'Abel El-Saji, dans le sud, qui a été gravement blessé. Il est également père de 7 filles. Mais surtout, la grande nouvelle, ça a été bien sûr la mort d'Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, tué par un bombardement israélien avec une bombe très puissante. Je crois qu'on appelle ça une bombe perforative, puisqu'il était caché dans des sous-sols très profonds et que la bombe a réussi à atteindre son bunker. Et en quoi Hassan Nasrallah était-il un acteur majeur de la région ? Alors, Hassan Nasrallah était secrétaire général du Hezbollah depuis 1992. Théologien brillant, il était décrit comme le fils spirituel de l'ayatollah Khomeini, donc le fondateur de la République islamique d'Iran. Il était considéré comme la voix de l'Iran au Liban. Durant son mandat, le Hezbollah a pris une grande importance au Liban, notamment suite à sa victoire contre Israël en 2006, victoire qui lui a conféré une popularité certaine, y compris parmi certains chrétiens. Mais à partir de la fin des années 2000, le Hezbollah participe à de nombreuses reprises à des gouvernements et est tenu comptable à la fois de l'immobilisme accentué par les blocages récurrents dont est rendu responsable le Hezbollah, notamment le blocage des élections présidentielles successives. On voit encore maintenant, le Liban est privé de président depuis plus de 2 ans. Et alors, quelles ont été les réactions à sa mort, justement ? Alors, l'Iran et les pays arabes ont été d'une prudence de violette. Alors, pour les pays arabes, ce n'est pas forcément très surprenant. Pour l'Iran, ça l'est peut-être plus. Mais on sent que maintenant, tout le monde commence à craindre très fortement les réponses israéliennes et tout le monde cherche à se faire oublier. Évidemment, les alliés d'Israël se réjouissent. En France, je voulais revenir un petit peu sur les réactions en France. La France insoumise crie bien sûr au scandale. Alors qu'à droite, les voix sont quasi unanimes pour rappeler que le Hezbollah était responsable de l'attentat du Drakkar, attentat qui, le 23 octobre 1983, avait causé la mort de 58 parachutistes français. Mais, outre que Hassan Nasrallah n'était à l'époque pas un haut cadre du Hezbollah, c'était 9 ans avant qu'il devienne secrétaire général, il serait, à mon avis, bien hâtif de réduire sa carrière à cela. En effet, dans les années 2010 et sous sa direction, le Hezbollah a été un acteur majeur de la lutte contre Daesh, notamment dans la guerre civile en Syrie. Et cette intervention contre Daesh et d'autres groupes islamistes a coûté très cher au Hezbollah, puisqu'on parle de milliers de morts dans ses rangs, donc de milliers de morts libanais. Et cela à la même époque où la France, notamment sous François Hollande, livrait des armes à des groupes rebelles syriens, souvent terroristes et proches d'Al-Qaïda, et que Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères de François Hollande, disait sans aucune gêne que le front Al-Nosra, qui je rappelle était la branche syrienne d'Al-Qaïda, faisait, je cite, du bon boulot sur le terrain. Et quelle est la réponse de SOS Chrétiens d'Orient à tout ça ? Alors, SOS Chrétiens d'Orient est très actif, évidemment, en ce moment. Notamment, nos volontaires ont intensifié leur coopération à la soupe populaire de la Fondation Albert Nassar, qui actuellement livre des centaines de repas pour chaque mardi et chaque jeudi pour des déplacés dans les environs de Beyrouth. Et puis également, nous lançons un projet médical dans le sud avec un dispensaire mobile en partenariat avec le ministère des Affaires sociales libanais, et puis également des colis alimentaires pour les déplacés de villages du sud qui ont été bombardés, qui donc sont déplacés dans le reste
du Liban. Alors la difficulté, c'est de savoir où sont les gens. Donc nous sommes en lien avec les curés de paroisse et les maires des villages pour essayer de savoir où se sont regroupés les habitants, parce que pour l'instant, je vous avoue que c'est un peu le chaos. Et puis également, nous avons lancé des distributions de couverture, puisque le temps commence à fraîchir au Liban et que ces gens, la plupart des gens sont partis sans rien. Donc vous voyez, la situation est très compliquée. Et puis j'ai évidemment pas parlé de l'aspect psychologique, mais c'est vrai que les Libanais n'étaient heureusement plus habitués à une situation de guerre et à des bombardements. Mais c'est vrai que les habitants de Beyrouth semblent un peu terrorisés pour l'instant par ces explosions qu'on entend très très proches du centre-ville. Si nos auditeurs ont un moment, en tout cas, c'est l'occasion de s'engager dans cette association ou d'aider SOS Chrétiens d'Orient à les aider là-bas. Merci Benjamin Blanchard pour cette explication et puis à la semaine prochaine.